Entrez, entrez, entrez dans la lumière. Alors j'avais jamais commencé une vidéo avec un plafond, le plafond d'une cuisine, mais ça, c'est Philips Hue. C'est ce qu'on appelle le Datura, qui a justement deux couleurs, en bas et en haut. Je me dis, bon là c'est le moment ou jamais de commencer une vidéo en faisant le plafond de la cuisine avec Philips Hue. Mais regardez un petit peu la magie, suivez ma main, suivez ma main. Regardez cette mise en scène incroyable. Et hop, tout à coup, fling, le téléviseur Ambilight, le Philips qui est ici, qui est donc le téléviseur de cette vidéo. J'avais jamais fait un truc pareil, passer de la cuisine au studio avec toujours l'idée de l'Ambilight. Parce que l'avantage de Philips Ambilight, c'est le côté impressionnant, immédiat dans une pièce. Là encore, j'y suis allé soft, parce que j'ai pas foutu à fond, mais vous pouvez illuminer carrément une pièce avec Philips Ambilight. Et croyez-moi, ça donne une ampleur absolument considérable. Puisque avant je commence, là je vous fais un petit sketch, il paraîtrait, d'autant disent, que 85% des personnes qui ont de l'Ambilight reprennent de l'Ambilight avec le téléviseur suivant. Voilà, c'est dingue, c'est comme ça. Voici donc le top départ du test du téléviseur Philips. Le Philips 909, qui est donc le thème de cette vidéo. On m'a même pas vu encore, c'est ça qui est beau. On dirait un peu Alien. Oh, mais quelle intro! Je vous fais des intros dont j'ai même pas honte en plus, c'est ça qui est beau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWare, c'est un régal. C'est un régal d'être là avec vous avec un téléviseur Philips, ça fait longtemps que vous me dites oui. Alors où sont les tests de téléviseur Philips? Alors je vais vous dire, le problème c'est tout simple. Si vous regardez cette chaîne, je crois que les annonces des téléviseurs Philips c'était en janvier. Donc oui, en janvier 2024. J'étais parti, il y avait des annonces partout. Attention, ça va arriver, 909, 959, nouvelles marques, tout est bien. Et on a commencé à voir arriver les téléviseurs. Pour l'Europe, je crois, c'était au mois de septembre ou fin septembre. Mes confrères ont commencé à faire des tests. Et je me suis dit, voilà, 7, 8 mois après, carrément, dans les produits qui arrivent. Et là, j'ai eu le temps de faire le test du téléviseur que j'ai donc depuis une semaine, comme à chaque fois. Il me faut une semaine pour faire un test de télé. Dans une semaine, avec le Philips 909 que vous avez attendu et moi aussi. Au menu de la vidéo, descriptif complet. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il y a une réelle différence entre le 908, que vous avez peut-être, moi je ne sais pas, peut-être vous l'avez le 908, et celui-ci, ou est-ce que par hasard, oui non, on fait pas grand-chose, parce que bon, voilà, on n'a pas envie. Voilà, différence entre 908 et 909, ces caractéristiques techniques, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Il y a des choses qui m'ont énervé aussi, parce que, regarde, vous allez voir pourquoi je suis énervé en faisant ça. Vous allez le savoir dans cette vidéo pourquoi je suis énervé. Après, il y aura les essais sur le terrain, parce que j'ai passé donc un moment avec. Je suis là le soir, plein jour, avec l'Ambilight, sans l'Ambilight. Vous allez voir des belles images en même temps dans cette vidéo, parce que l'Ambilight, c'est quelque chose quand même. Donc, mes essais sur le terrain. Après, Sylvain, qui lui a les mesures. Donc, hop, la sonde. Différence entre 908 et celui-ci, ses concurrents, tout ça. Les plus et les moins. Très important, je rappelle que les plus et les moins, c'est un résumé du test. Quelquefois, les gens n'ont pas envie de se coltiner l'autre qui cause pendant 3 quarts d'heure. Ils disent « Ah, on va voir les plus et les moins ». Et dans les plus et les moins, je rajoute toujours des petites choses. Voilà, que j'ai pas dites dans le test. Voilà, c'est mignon comme tout. Une petite conclusion à la fin pour faire un comparatif avec les autres modèles existants. Puisque là, on est vraiment sur des modèles concurrents de la série C, notamment de LG. On est vraiment sur une strate de produits avec beaucoup de concurrents en face. C'est peut-être là le problème. Allez, c'est parti, on va vers le descriptif. Regardez comme c'est beau. Je ne pouvais pas commencer un test sur les téléviseurs Philips sans parler de l'Ambilight quand même. L'Ambilight, on me pose beaucoup de questions sur l'Ambilight. Vous avez une vidéo sur la chaîne d'ailleurs qui parle des 20 ans de l'Ambilight. Et on me dit, mais pourquoi est-ce que Philips, ils sont les seuls et tout? En effet, pour des raisons que j'ignore encore, Philips est la seule marque de téléviseur au monde à intégrer directement à l'intérieur du téléviseur, à l'intérieur de ses circuits, et les LED et autres, à intégrer l'Ambilight, donc un éclairage sur plusieurs voies qui est en synchro avec l'image. Vous verrez, il y a plein de choses sur ce modèle. Il y a une très bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est le retour de l'Ambilight sur 4 côtés.
Là, il y a 4 côtés, vous voyez les images à l'écran, il y a 4 côtés d'Ambilight et le précédent avait 3 côtés. Je trouve ça dommage quand même, j'ai bon, voilà l'Ambilight, c'est sympa quand ça va de tous les côtés, comme ça. Donc il y a 4 côtés d'Ambilight. Alors, les mauvaises nouvelles, c'est tout simple. On ne peut pas associer directement Philips Hue, donc les lampes Philips Hue, on ne peut pas les associer directement au téléviseur. Parce que Philips, donc Philips TP Vision et l'entité qui gère Philips Hue, c'est pas les mêmes boîtes du tout. Ça a le même nom Philips, mais c'est pas la même chose. Pour associer ce téléviseur à Philips Hue, il faut des passerelles, boîtier ou autre, une application. L'application qui s'appelle Hue Sync TV. Et le truc qui est un petit peu bizarre, c'est que si vous avez un téléviseur Samsung permet de le faire, mais plus Philips TP Vision. Chose importante également, quand on a l'Ambilight, rien ne vous oblige à le mettre en route tout le temps, hein. C'est optionnel, ce n'est pas imposé par Philips. Et un truc qui est génial, c'est que quelle que soit la couleur de votre mur, l'Ambilight se cale par rapport à la couleur du mur. Le mur peut être jaune, rouge, un truc comme ça. L'Ambilight, vous mettez un truc, vous voyez à l'écran actuellement, oh là là, je mets la couleur du mur, et l'Ambilight va se régler. Personnellement, à chaque fois que j'ai un téléviseur Ambilight, je fais toujours repartir avec un petit pincement au cœur. Je me dis, ah, c'est quand même génial, ça fait grandir le spectacle, vous voyez les images à l'écran, ça habille la pièce. Et quand on n'a plus ça, on a l'impression qu'il y a un truc qui manque. On dit, bah, il est où mon machin? Surtout que le téléviseur testé est un 55 pouces. Alors justement, la gamme de téléviseurs OLED 909, il y a 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces, 3 diagonales avec la même dalle. Il n'y a pas une dalle qui est différente sur les 3 diagonales, c'est la même technologie. Alors les tarifs sont très variables en ce moment, parce que moi les vidéos sortent au moment où il y a le Black Friday, l'arrivée de Noël. Officiellement, les tarifs sont les suivants, officiellement, 1990 € pour le modèle 55 pouces qui est derrière moi. Si on va au-dessus, c'est-à-dire 65 pouces, c'est 2990 €. Zoro est arrivé. Zoro est arrivé. 2990 €. Et le plus grand, 77 pouces, aux environs de 4400 €. C'est cher, mais attention, il y a des raisons à tout ça. Il n'y a pas que l'Ambilight, il y a les technos à bord, il y a tout ça. Mais est-ce que ce produit est réellement différent du 908? Je ne sais pas. J'ai quand même réussi à vous faire une séquence en contre-image, dans le noir, avec ma petite bougie et l'Ambilight. J'avais jamais fait, c'est à ne pas refaire surtout. Alors le truc, on va commencer le tour du propriétaire. Il y a un truc qui m'a énervé. Tout de suite, figurez-vous, messieurs, dames de bonne famille, que Philips a eu la mauvaise idée, à mon sens, d'abandonner le pied rotatif. On a 2 pieds bien jolis, là, et c'est pas là le truc, hein. Mais moi, j'aime bien avoir un pied rotatif, comme ça, pour pouvoir bouger le téléviseur, pour avoir un angle avec les gens devant soi. À mon avis, il n'y a que Panasonic qui le fait encore sur ses modèles. Je crois que c'est sur les hauts de gamme en plus. Mais là, le pied n'est plus rotatif. Donc voilà, advienne que pourra. Alors le truc, on est entre nous, hein. Le truc important, c'est que le concept du téléviseur, c'est tout simple. Vous avez un téléviseur qui est donc un téléviseur OLED, qui a cette particularité d'avoir directement une barre de son intégrée. Oh, la synchro incroyable, par Bowers & Wilkins, grande marque anglaise, incroyable ce truc, grande marque anglaise qui s'est chargée de la section audio, qui est une nouvelle section audio sur le produit. On va justement y revenir. Là, cette barre de son ne s'enlève pas, évidemment. Du coup, comme il y a une barre de son qui est ici, le téléviseur est très très bas. Vous voyez les pieds ici, c'est très bas, il y a 2 cm uniquement. Sur le bas du téléviseur, c'est normal, on n'est pas censé placer une barre de son puisqu'elle est là, la barre de son, avec des haut-parleurs à l'arrière, tout ça. On va voir ça ensemble. C'est parti. Téléviseur OLED Ultra HD 4K avec une dalle qu'on appelle une dalle OLED MLE. On en a parlé 15 000 fois sur la chaîne. Les dalles OLED MLE sont des dalles OLED particulières avec une surcouche, si je puis dire, de micro-lentilles. Ça permet d'avoir une dalle qui est extrêmement lumineuse. Ça a été lancé avec les LG G3 et des marques, bien sûr, qui utilisent ces dalles OLED LG utilisent également ces modèles MLE. Vous voyez les images à l'écran. En effet, l'idée, c'est d'avoir plus de lumière, en même temps un angle de vision qui est plus large. Bref, c'est des micro-lentilles pour booster l'image sans pour autant la dénaturer. C'est le but de la manœuvre parce que sinon, voilà, ça ressemble à rien du tout. Là, c'est la dalle OLED Meta 2.0 de LG qui est également présente sur le LG G4 ainsi que sur le Panasonic Z95A. N'ayez pas peur, n'oubliez pas que sur un téléviseur, il y a le mode luminosité, plus ou moins. Si vous en avez trop, vous enlevez. Si vous n'en avez pas assez, vous poussez. Justement, on va parler de la luminosité sur ce produit. Immersion. Regardez, la dalle, vous n'avez que 5 mm de bordure.
Ce qui est très fin, hein. Moi j'ai testé les téléviseurs qui étaient à la rue, hein. C'était une abomination. Et l'épaisseur de la chose, bon la dalle est minuscule, hein. Vous avez peut-être 4-5 mm de dalle, mais par contre, bien sûr, l'électronique derrière, ainsi que l'ambilight, donc vous avez 4 cm ici, quand vous descendez, vous avez 5 cm de profondeur. Ça reste modéré, regardez, il y a du monde à l'arrière, il y a l'éclairage, il y a tout ça, et il y a un système audio, on en parlera tout à l'heure, donc il y a vraiment des raisons pour lesquelles le téléviseur est un tout petit peu profond, mais le maximum, c'est en effet 5 cm de profondeur. Alors là, on va venir sur le produit. C'est intéressant, vous avez une dalle, vous avez un beau téléviseur comme ça. L'avantage de ce produit, c'est tout simple. Il y en a un qui est vraiment formidable, il gobe tous les HDR. On se pose toujours la question, vous savez, alors oui, alors Dolby Vision, Samsung en veut pas, machin en veut pas, HDR10+, machin en veut pas. Lui, il s'en fout, il prend tout. Philips, c'est à la fois HDR10, donc classique, HDR10+, de Samsung, HDR10+, adaptatif, ainsi que Dolby Vision, il y a le Hybrid Lock Gamma, tout est dessus, excepté, à ma connaissance, le Dolby Vision IQ avec le petit capteur et tout. Mais il y a le capteur pour le téléviseur, de façon générale, il y a le capteur également pour le HDR10+, adaptatif. Donc il prend tout. Ce qui est intéressant également sur le Philips 909, c'est la compatibilité des fréquences, c'est-à-dire pour le gaming, le téléviseur est compatible Ultra HD 4K 120 images par seconde de façon classique, ainsi que 144 Hz avec un PC, hein, vous connectez le PC pour avoir certains jeux en 144 Hz, mais c'est gobé à l'intérieur du produit, donc c'est possible. Concernant le gaming en Dolby Vision, c'est 120 Hz, donc c'est parfait, c'est ce que font ses concurrents, donc le produit est parfaitement dans les clous autour de tout ça. Il faut parler des processeurs, parce que Philips, depuis des années, travaille sur son processeur qui s'appelle le P5, avec quelqu'un qu'on aime bien, qui s'appelle Danny Tak, qui est une sorte de savant fou incroyable, qui à chaque fois fait monter la sauce. Là, c'est la 8e génération. Le mec, il n'arrête pas, il est super. Tous les ans, il dit « Oh, PPG, c'est formidable, j'ai encore amélioré ci, ça. » Et puis un petit moment, son cheval de bataille, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Donc le processeur P5 à l'intérieur du Philips, c'est donc son cerveau. C'est le cerveau qui donc va pré-mâcher les signaux, va retaper les signaux, va faire ce qu'on appelle l'upscale, donc une source qui rentre à l'intérieur du produit qui n'est pas 4K. Oh là là, comment je fais? Et là, Danny Tak, donc le papa du P5, du processeur, a tout plein de solutions. Vous verrez tout à l'heure dans les menus, il y a vraiment des options de tous les côtés pour arranger l'image, l'améliorer. Il y a plein de trucs à bord qu'on peut connecter ou soit déconnecter. Je pense que ça fait partie des meilleurs traitements vidéo de la profession parce qu'il y a beaucoup d'options qui vont d'une approche grand public avec des options basiques, du pré-réglage et autres, pour aller vers des options un peu semi-pro, professionnelles. On verra tout à l'heure avec un petit peu de musique, je vous mettrai justement les menus à l'écran. Il faut savoir, et je le répète parce que c'est important, tous ces réglages sont à volonté. À vous de choisir, à vous de travailler avec la petite télécommande rétroéclairée qui est ici pour choisir les réglages. Et il y a des modes pré-réglés, évidemment, dont le mode IMAX. Je rappelle que le mode IMAX se déclenche au moment où vous avez un signal IMAX, que ce soit Disney+, ou bien un Blu-ray disc, on fera laisser tout à l'heure. Et dans ce cas-là, le téléviseur se calibre avec la charte d'étalonnage des couleurs de l'IMAX, ce qui signifie en même temps que le téléviseur est DTS, parce que tous les téléviseurs qui arborent donc le logo IMAX Enhanced sont les téléviseurs qui sont logiquement Dolby et DTS, puisque quand il y a IMAX, c'est impérativement DTS, sauf sur Disney+. Ah, le mec. Et encore, peut-être, je sais pas, ils ont dû rajouter, au début, il y avait IMAX et Dolby, ce qui était absolument, c'est l'antimatière, quoi. C'est l'antéchrist, c'est l'antéchrist. Seigneur, entends ma prière. Père Carras. Donc un bon traitement vidéo, une dalle MLA, donc micro-lentille OLED LG, et il y a autour de tout ça un filtre anti-reflet qui à ma connaissance est le même que sur le 908 et qui est bon, hein, voilà, vous inquiétez pas, je le dis à chaque fois, il rampe d'éclairage, mais sincèrement on verra tout à l'heure sur le terrain, il n'est pas mauvais du tout ce filtre anti-reflet, mais à chaque fois on a toujours, vous et moi, cette idée de se dire oui, mais il y a Samsung avec le S95D, oui, mais Samsung S95D n'a aucun concurrent au monde, c'est le seul à faire ça, et les autres, ils ont des filtres performants qui sont devenus moins performants quand Samsung a lancé le S95D. Aïe aïe aïe. Justement, je vais vous mettre un petit peu de musique maintenant et on va explorer les modes images relatifs à ces téléviseurs. Vous verrez toutes les possibilités, c'est vraiment assez intéressant. On se retrouve juste après. You make me come alive.
Petit aparté comme ça concernant ce que fait Philips avec l'image. Ça fait un moment que parmi les idées de Danny Tak, donc le papa du P5, l'idée c'est quand même de nettoyer pas mal l'image. Ils ont peut-être cette fâcheuse tendance à y aller très très fort dans la façon d'aménager l'image, de la nettoyer, d'éviter les saccades. Donc il y a des modes qui assurent une sorte de fluidité, de soap opéra brésilien pour dépressif qu'il faut déconnecter. Enlevez-moi ça, parce qu'il y a des fois des modes justement dans les magasins ou des trucs comme ça, on trouve des images extrêmement fluides qui sont pas du tout naturelles. Il y a des gens qui disent oui, alors c'est bizarre, je comprends pas, j'ai regardé 2001 Odyssée de l'espace, j'avais l'impression que c'était tourné en vidéo 60p. Oui, le problème c'est que ces modes-là sont censés vous apporter une fluidité qui n'est pas naturelle. Donc si vous le souhaitez, déconnectez ces modes, et justement Philips a beaucoup de modes autour de ça, parce que l'idée du créateur du P5, c'est d'avoir une image qui est propre, qui est belle, qui est nettoyée, qui n'a plus de bruit, qui n'a plus de grains, qui n'a plus rien, qui n'a plus de saccades. Mais quelquefois, ça va trop loin. Donc n'hésitez jamais avec un téléviseur, si vous avez un doute, à déconnecter ces circuits pour retomber sur les pieds de la source originelle. On est sur l'audio maintenant. L'audio super important chez Philips, avec notamment l'accord et l'association fructueuse avec Bowers & Wilkins. C'est une marque que j'adore foncièrement. Ils font des très bons produits, Bowers & Wilkins, ils sont très très forts. Ils bossent avec Philips sur les barres de son. Le type de barre de son dépendra vraiment du modèle. Sur la Philips 909, c'est un système 3.1. Le 3.1, il y a au total 6 haut-parleurs de 8,5 watts ainsi qu'un subwoofer de 30 watts pour un total absolument incroyable de 83 watts sur un petit téléviseur. Parce qu'il est tout petit celui-ci, regardez comme il est petit. On va aller à l'arrière justement pour voir un peu le boomer. Oh là, regardez un petit peu. C'est une séquence digne de Koh-Lanta, cette affaire. Regardez, il est ici. Alors vous avez le boomer et à côté, ce que vous voyez là, je vous montre là, ce sont des radiateurs passifs. Ils sont censés bouger en même temps, si je peux dire, si vous résumez les choses, pour donner de l'ampleur au signal. Donc le boomer au milieu et radiateur passif à l'arrière. Donc c'est très intéressant et c'est pas nouveau chez Philips de mettre justement une section audio importante. Comme ça pourrait éviter, je dis bien ça pourrait éviter à certaines personnes d'acheter une barre de son. L'idée est là, sachant qu'à ma connaissance, quand même, on va avoir du mal à avoir un son extrêmement puissant avec ça, même si on a les haut-parleurs et tout. C'est des petits haut-parleurs. Les gens seront peut-être tentés tôt ou tard de rajouter une barre de son. Je suis là. Ce qui est bien sur ce produit, c'est qu'il y a une sortie pour un subwoofer externe. Parce que quand même, malgré tout, ça reste un subwoofer calé à l'intérieur d'un téléviseur avec une profondeur de 4 cm. Donc, si vous souhaitez, on peut rajouter un subwoofer. Ça, c'est bien. J'aime bien ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le téléviseur est super dans le sens où en plus de tous les HDR, il gobe tous les signaux audio. Voilà, il est comme ça, donc Dolby Digital, Dolby 3 HD, Dolby Atmos, spatialisé avec tous les haut-parleurs, ainsi que le DTS, DTS-X, tout est gobé. Alors truc également important, il est compatible DTS Play-Fi. C'est quoi DTS Play-Fi? C'est super, c'est un protocole qui permet au téléviseur de se relier à des produits compatibles DTS Play-Fi et d'avoir un son qui est en qualité CD, qualité 24 bits, et le téléviseur devient le centre névralgique du DTS Play-Fi. Je ne sais pas si c'est super utilisé. C'est bien de le proposer parce que certaines marques se sont mises à proposer le DTS Play-Fi et à un moment donné, elles ont dit bah tiens, on le fait plus. Eux, ils continuent à travailler avec DTS sur le DTS Play-Fi. Voilà. Alors maintenant, on va reprendre un tout petit moment ensemble, interlude. On va mettre un petit peu de musique et on va aller dans les menus audio. Le téléviseur étant compatible HDMI ARC et iARC, il peut avoir de la stéréo en plein pot, 16 et 24 bits stéréo non compressée, donc il peut la gérer et la renvoyer directement vers une barre de son ou vers un système via la HDMI ARC et iARC en non compressé. Pour bosser avec le produit, c'est tout simple, c'est Google TV. Google TV à bord, donc vous rentrez votre code, tout ça, et vous ouvrez les vannes de tout ce qui est possible avec les applications et autres. Ça va très très loin Google parce qu'il y a vraiment beaucoup d'évolutions et beaucoup de fonctions à bord. Ça fait partie de mes préférés dans le sens où je trouve ça pratique. Voilà, autrement, j'aime beaucoup ce qu'a fait Panasonic avec Fire TV, j'aime beaucoup travailler également avec WebOS, LG, Tyson a fait beaucoup de progrès, il y a tous les opérateurs, bref, il y a le choix, mais Google TV, pour certaines personnes, c'est rassurant. Voilà, et c'est à bord. Évidemment, Google Assistant à bord, Alexa
à bord. Alors concernant la domotique, il y a plusieurs options. Il y a l'accès à Matter, très très sympa Matter, c'est vraiment un truc qui est génial. Control 4, il y a Google Home qui est à bord et pas HomeKit d'Apple. Par contre, il y a AirPlay 2 à ma connaissance sur le produit. Il est Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et Chromecast. On va parler un petit peu de la connectique, c'est même pas la peine d'aller à l'arrière, c'est toujours la même chose. Il y a deux ports HDMI 2.1 qui sont en 48 Go et deux ports HDMI qui sont donc en 2.0. Voilà, il y a toujours pas 4 ports HDMI 2.1. Le débat est ouvert. J'aime bien la télécommande. La télécommande, elle est pratique dans le sens où elle est rétroéclairée. Par contre, la manipulation n'est pas simple. Moi, je me suis gouré plusieurs fois dans les touches. À chaque fois, avec cette télécommande, contrairement à d'autres, je suis là et je tâtonne, je fais des mauvaises fonctions. Il y a un moment d'adaptation avec cette télécommande, même si elle est rétroéclairée. Il y a des trucs, je me dis, oh là, c'est pas si simple, c'est pas si intuitif que ça. Elle se recharge par USB-C. Je vous ai fait un petit tour du propriétaire. Maintenant, je vais m'asseoir, comme toujours, et vous dire ce que j'en pense. L'arrivée à chaque fois. De mon petit moment comme ça entre nous. Et justement, ce qui est marrant avec ce modèle, c'est que Philips l'a pas joué dans la surenchère. Ils ont travaillé à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que vous allez voir tout à l'heure avec Sylvain dans les mesures qu'il y a des modes qui n'exploitent pas totalement les possibilités de luminosité de cette dalle. Ça dépendra du mode utilisé. Quand on utilise le mode qui s'appelle Filmmaker, donc un mode qui est un mode pré-réglé, on obtient une luminosité qui est très forte, mais qui n'est pas maximale. Il y a un truc de ouf, c'est qu'on est sur un truc, on a l'impression que c'est un petit peu bridé, mais vous allez me dire un truc intéressant. Parce qu'on reproche souvent à ces modèles-là, justement avec les dalles récentes, avec ces micro-lentilles, avec le QD OLED, avec des tas de trucs comme ça, on reproche à ces dalles d'avoir peut-être un peu trop de lumière qui sort. Ce à quoi moi je réponds à chaque fois, ok, mais la télécommande, où quelle est la télécommande? Où quelle est le mec en live? La télécommande, on va en mettre dedans et puis on met luminosité plus ou moins. Voilà, c'est l'idée de base. Il vaut mieux faire envie que pitié, on dit chez moi en Normandie. Ça fait qu'il faut penser aux gens qui ont des baies vitrées gigantesques et qui ont besoin de lumière. Il y a des gens qui regardent quelquefois des téléviseurs dans un endroit qui est un peu plus sombre et qui n'ont pas une baie lumineuse avec le soleil. Quand on a vraiment des problèmes, c'est bien de pouvoir avoir une réserve de puissance. Et là, le truc, c'est qu'en mettant une télévision en route, donc il y a de cela une petite semaine, je me suis dit, bah tiens, il est doté de cette dalle absolument incroyable, la dalle MLA, mais il le fait pas de façon... Ah, et voilà, vous avez eu peur, hein, il le fait pas de façon débridée. C'est pas directement, oh là là, c'est horrible et tout. Non, non. Quand on a le premier mode en route, donc le mode Filmmaker et la plupart des modes, entre guillemets, on a des pics de luminosité qui sont vachement bons. Je suppose que Sylvain va avoir trouvé un truc qui est bon, mais je me suis pas mis avec des lunettes de soleil en disant, mon Dieu, c'est atroce, je vais canner des rétines. Non, pas du tout. On sent que c'est vachement équilibré, vachement mesuré. Donc, on sent que Philips a travaillé là-dessus pour ne pas aller trop loin. Ils n'ont pas poussé le truc au maximum et ils sont allés dans un champ que je trouve agréable. C'est-à-dire que le produit est lumineux sans en faire des caisses. Bien sûr, il y a un mode dessus qui s'appelle Home Cinema qui permet d'en faire des caisses. Donc là, ça grimpe. Sylvain vous dira jusqu'où ça grimpe. Et j'ai senti que c'était très lumineux sur ce mode-là. Mais un mode classique de visionnage, non pas standard, mais Filmmaker, donc le mode réalisateur, ça donne une image qui est lumineuse tout en étant agréable, non agressive. Ce qui est fou, c'est qu'on a un produit qui est doux, qui est naturel, qui ne surjoue pas, du moins qu'on ne lui demande pas de faire des bêtises, hein, sinon, qui ne surjoue pas. Alors, j'ai remarqué quand même une définition qui était vraiment très très bonne, suave. C'est vraiment détaché, c'est beau. C'est pas que c'est nettoyé si on ne lui demande pas de nettoyer, c'est quelque chose qui est très naturel. C'est ce qu'on lui demandait en fin de compte, parce que on disait toujours avant, ouais, les OLED, c'est sympa, tes OLED, il y a du noir parce qu'ils font pas de lumière. Ben non! Ben non, c'est fini maintenant. Les OLED, ils dépassent les 1000, 1200 candélas, 1500, 1600 candélas. On est sur des trucs qui sont équivalents maintenant la plupart des mini-LED. De ce fait, Philips l'a joué très très fine, pas de surenchère, une image extrêmement propre. J'ai mis ce mot qui revenait plusieurs fois dans mes notes, une image propre. Ça ne veut pas dire nettoyée, ça veut dire qu'elle est gérée, qu'elle est équilibrée, qu'elle n'est pas fausse, elle est très fidèle. La plupart des modes que j'ai eu, à part des modes qui partaient en vrille de tous les côtés, comme justement le mode Home Cinéma, qui n'est pas le plus fidèle, le mode Filmmaker, c'est vrai qu'il a une petite teinte ocre quelquefois, mais je trouve que c'était beau, c'était chaud, très belle définition, très beau piqué, un très beau ratio de contraste. Vous allez me dire, tous les OLED ont un bon ratio de contraste. C'est vrai. Mais on peut gérer correctement également l'apparition justement de la lumière. Regardez un peu la mire Star Wars, c'est vachement bien géré, c'est très équilibré. C'est un produit qui est équilibré, qui est suave, qui est soft, qui est pas agressif et qui fait pas dans le délire, mais qui va donner une image qui est séduisante.
super séduisante avec la plupart des sources. J'ai mis des Blu-ray, j'ai mis du streaming justement. Bon là derrière je peux pas vous le mettre parce que chaque fois j'ai des problèmes de droit et je me fais bloquer la vidéo, donc j'y vais mollo avec les extraits. J'ai fait du gaming également avec les mémères qui sont ici, donc Xbox et PS. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait justement de dérives, de trucs comme ça. C'était vraiment très très fluide, c'était très très beau. Sylvain vous donnera tout à l'heure justement la latence, elle est évidemment en dessous de 16 millisecondes parce que j'ai vu aucun décalage ni quoi que ce soit. Et on verra justement pour la fidélité chromatique qui doit être quand même pas mal du tout. Donc un truc qui est professionnel, j'allais vous dire, parce qu'ils ont de l'expérience. On sent la maîtrise, on sent que les gars bossent dessus. Enfin, Danny Tak, le créateur du circuit P5, bosse dessus depuis des années, il maîtrise son sujet. C'est un savant fou, mais il sait où il va. Et j'ai trouvé que le traitement vidéo était vachement bon. Mais tout n'est pas bon. Loin de là, je peux pas vous dire que tout est bon. Il y a le mode home cinéma qui, à mon avis, n'est pas le plus séduisant. Et par contre, il y a beaucoup de lumière. Et j'ai remarqué ce qu'on appelle les petits problèmes de postérisation et de solarisation. Ça signifie quoi? C'est qu'on a des dégradés de couleurs, donc de teintes, qui sont quelquefois un petit peu visibles, trop visibles. Regardez les images à l'écran. C'est un truc que j'arrive à détecter avec certaines mires ou à certains signaux. Ça ne s'est pas produit tout le temps. Mais sur certains signaux, où il y a vraiment dans la mer, ou certaines surfaces, ou des trucs comme ça, ou ce que vous voyez à l'écran, il y a eu des petits problèmes de solarisation, postérisation, des trucs qu'on trouve de façon aléatoire ou pas, avec des modèles comme Panasonic ou autres. Il y a des marques qui ne sont pas spécialistes de ça, mais qui le font plus ou moins apparaître. Et là, avec certains tests, certains signaux, j'ai eu des dégradés sur les couleurs. Donc sachez que ça existe, ou bien que ça peut exister. Donc rien n'est parfait, hein, ces trucs à chaque fois, mais globalement, ce produit, quand on le regarde, on a directement une sensation d'image maîtrisée. C'est-à-dire qu'on se dit pas, tiens, il va faire n'importe quoi. Ou alors la source est vraiment dégueulasse. Hein. C'est un truc, vous avez foutu un truc. Oh là là, ouais, j'ai pris une VHS. Non, pitié. Voilà. Globalement, ça travaille bien. La luminosité est importante sans être aveuglante. Et ça vous permet d'avoir une image qui a une sacrée tenue. Et du coup, comme il y a plus de lumière, eh bien, en HDR, on a quelque chose qui a une belle amplitude. On a une belle amplitude en HDR et ça c'est vachement bien. C'est un produit qui est sans surprise, c'est une valeur sûre sur laquelle on a ajouté cette dalle micro lentille de LG qui permet d'avoir une image plus lumineuse, que ce soit en mode standard ou en HDR. On va plus loin, on a de la lumière, on a une présence qui est supérieure, on a un meilleur angle de vision qui est quand même très très bon. L'anti-reflet est le même que sur le 808, il est bon. Cet anti-reflet, même si, pas le faire à le coup à chaque fois, les lumières, les éclairages, il est très bon. Il va donner une teinte un petit peu, quelquefois un peu violette à l'image. Ça dépendra encore de la façon dont c'est foutu dans la pièce. Ça arrive souvent une petite dominante violet comme ça sur les anti-reflets. C'est un truc que j'ai remarqué. C'est pas gênant, mais elle peut apparaître suivant justement les éclairages dans la pièce ou bien l'éclairage qui vient de l'extérieur. Ça peut apparaître. L'angle de vision est très bon. C'est un produit qui va pas révolutionner le monde de l'OLED. Non, c'est Philips qui continue son bonhomme de chemin avec sa philosophie, sa façon de traiter les images, sa façon de travailler. Par contre, l'Ambilight 4 côtés, ça c'est oui. Ça c'est vraiment oui. Ça c'est un truc que j'ai aimé, c'est plus varié, on sent que c'est plus détaché. Vous avez vu les images pendant cette vidéo. L'Ambilight 4 côtés n'aurait jamais dû être abandonné. C'est-à-dire que franchement, passer sur 3 côtés, c'est pas du tout la même chose parce que avec 4 côtés, on a le côté, ça vient en dessous comme ça et tout. Oh là, ce son et lumière, c'est en même temps le futuroscope et le puits du fou. Ouh là là, c'est incroyable dans ton living. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous en dire sur la partie vidéo. En audio, l'audio important. Alors c'est bon, il y a du volume. Super présence des dialogues, ça c'est génial. Les dialogues sont vraiment vachement bons, c'est très clair, sans activer des modes incroyables et tout, parce que le mode AI, donc intelligence artificielle sur l'audio, moi je l'ai détesté. J'ai trouvé ça pas bon, je suis passé sur le mode préférentiel tout de suite, et je suis revenu sur mes pieds, j'ai réglé moi-même les petits trucs, ça me semblait meilleur. Donc voilà, suivant ce que vous avez à regarder, bien sûr il y a le mode musique avec, puisque le téléviseur peut s'éteindre et continuer la musique, justement parce qu'il peut être stéréo, non compressé et autres. Mais globalement, je trouvais que le son était très bon, il y avait du volume, par contre je trouve qu'il n'y a pas assez de grave, c'est-à-dire que le produit va aller fort sur le médium, il y a du corps sur le médium, il y a de l'aigu, il n'y a pas de problème, mais ça manque de patate. On sent qu'on a travaillé sur les voix notamment pour l'intelligibilité. Et dans ce cas-là, le grave me paraît un peu en retrait. La virtualisation des effets sur le 3.1 est bonne parce que ça vient d'ici. Il y a une barre de son. Donc Bowers & Wilkins a bien bossé là-dessus. On a une virtualisation qui est vraiment très très bonne. Quelques effets aériens, c'est pas non plus une barre de son à 800 €, mais compte tenu du fait qu'on a un package tout en un, ça peut vraiment faire l'affaire. Et on peut ajouter un caisson grave. C'est vraiment le téléviseur OLED grand public par excellence, celui qui n'est pas prise de tête pour dessous, quoi. Vous le posez, il est calibré, sorti de carton, il va faire plein de trucs, il prend tous les HDR, il prend le Dolby, le DTS, il a sa barre de son intégrée, il gobe tout. Il est là pour vous rendre service. Il y a Google TV à bord. Bon, ça peut rassurer beaucoup de gens d'avoir Google à bord parce que bon, on met son compte, on a accès à tout l'écosystème Google et toutes les applications et autres. Ça peut vraiment rassurer les gens. Donc c'est vraiment un produit qui va aller à tout le monde.
à tous les gens qui veulent pas aller vers des monstres comme le S95D ou des monstres comme les G4 et autres qui sont des bêtes de compétition mais qui à mon avis ne jouent pas dans la même cour. C'est vraiment un produit grand public très rassurant qui fait le taf. Et ça c'est bien. Et maintenant, on va aller chercher le Sylvain pour qu'il nous donne un petit peu les mesures de tout ça. Allez, envoyez le Sylvain. 1-1, ça se passe bien. 1-2, 1-2. Ouais. Sylvain, Oui, Pépé. bien le bonjour. Ah, un bonjour à vous. Veuillez saluer vos fans qui sont de plus en plus nombreux à chaque fois. Salut bien bas. Alors, est-ce qu'il y a des surprises sur ce oui, produit? il faut pas l'oublier, ce petit. Il y en a tellement, il y en a Non, tellement. En plus, il a une technologie MLA. Ouais, C'est sympa. ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, techniquement, par rapport à tes mesures Ouais. avec la sonde qui est ici? Voilà, entre autres. J'ai testé donc le modèle 55 pouces, comme toi d'ailleurs, Mhm. puisque c'est le même téléviseur, a priori, qu'on teste tous Ouais. les deux. Alors, il faut savoir que ce modèle 55 pouces a été mesuré avec un pic de luminosité de 1253 candela par mètre carré, s'il vous plaît, en mode filmmaker. C'est du MLA, donc c'est une micro-lentille, hein. Donc avec technologie LG, donc c'est une valeur basse par rapport à cette technologie. Oui, basse, puisque le G4 a été mesuré avec un pic de luminosité de 1618 candela par mètre carré. Oui. Et Sylvain a utilisé la sonde pour faire des mesures dans les mêmes conditions avec les deux téléviseurs. Toujours. Et il y en a un qui, malgré la présence du MLA, enfin des dalles, des micro-lentilles, a une luminosité que je trouve un peu retenue quand on sait que le C4 sans MLA est à plus de 1000 déjà. Complètement. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vois une régression par rapport à l'année précédente. Parce que le 908, je l'avais mesuré à 1344, qu'on compare ici au 1253. C'est encore branché vos sondes à l'envers. vous, Non, pas du tout. C'est-à-dire, de toute façon, en Toujours Sylvain, on dans fait les les mêmes mesures conditions. plusieurs fois. Ouais, tout à fait, véritablement. On continue avec les mesures, on verra un petit peu plus loin dans les mesures HDR. Les autres modes, par contre, là, il y a un petit léger gap par rapport à l'année précédente. On continue donc avec les mesures en mode standard, SDR, Filmmaker, un delta E moyen à 3,04. Donc c'est pas mal, c'est juste supérieur à 3 qui est le seuil, je le rappelle, en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Ça s'arrête avant qu'on gueule. En mode filmmaker toujours, la température moyenne des couleurs a été mesurée à 6319 Kelvin. Donc c'est pas mal puisque la valeur idéale c'est 6500. C'est presque la température des couleurs du C4 d'ailleurs. Le C4 doit être à peu près dans ces eaux-là. C'est pas parfait, il y a une petite dominante, mais bon, c'est Légère acceptable. dérive des trois couleurs en même temps, donc c'est pas mal non plus. Le gamma moyen a été mesuré à 2,1, donc assez proche de la valeur attendue. Par contre, le graphique est pas super ouf, comme on dit. Au début, ça va, et puis ensuite, il y a un gros pic qui descend. Une chute On va dire c'est un graphe accidenté. accidentée C'est sur la passé fin. un truc, mais on sait pas sur quel coin de la route ça a merdé. Voilà. Donc, on est sur la technologie OLED, donc un contraste quasiment... Infinite. Voilà. On passe maintenant aux mesures HDR, donc toujours avec le mode Filmmaker. J'ai pu mesurer un delta E moyen de 1,03, donc un calibrage parfait en mode Filmmaker, pour un pic de luminosité, je le rappelle, de 1253 candela par mètre carré. En plein écran maintenant, on est à 256 candela par mètre carré, C'est contre beaucoup. 248 sur la série précédente. C'est mieux. C'est aussi. mieux. Exactement. Et je le compare au G4, qui a la même technologie, on est à 257 candela par mètre carré. Donc bien en plein écran. Vous avez le graphique à l'écran et vous pouvez constater qu'en fait, avec des mires qui font 1 ou 2%, on obtient quand même un pic de luminosité qui frôle les 1600 candela par mètre carré. À 5%, on descend à 1550. Et ensuite, à 10%, eh bien, on est à 1253. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les mesures permettent de détecter ça. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu quand même strange. C'est un petit peu étrange. Ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Là, on vous donne des mesures faites par des sondes. Ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Ça veut dire que pour nous, il y a des trucs qui paraissent un tout petit peu bizarres. Vous ne voyez pas des conséquences bloquantes ou négatives. J'essaie de pas bouger avec ma siège, mais voilà. Bravo. Non, en fait, ça va dépendre des modes. Puisque si vous suivez, en mode home cinéma maintenant, on obtient un delta E de 4,11, donc c'est au-dessus du 3, donc c'est pas super bien calibré. Par contre, le pic de luminosité est à 1551 candela par mètre carré. Donc c'est très bien. Donc il peut, c'est bien pour ça que il sur est les mires avec capable. les pourcentages, on sait très bien qu'il peut le faire. Tout à C'est fait. par rapport au mode qui se règle pour vous donner plus ou moins de luminosité. Ouais. On passe en mode IMAX. Le delta E est à 0,99, donc
très bien calibrés pour un pic de luminosité par contre de 1250 candela par mètre carré. On retrouve quasiment les mêmes valeurs que le mode filmmaker finalement. Donc ce sont des réglages. Ce sont des réglages associés à une façon de travailler de Philips autour de la dalle, puisque la dalle peut faire les 1500, même plus, puisque c'est la dalle du LG G4, mais c'est la façon dont Philips travaille autour de ça. Tout à fait. Le mode Crystal Clear a été mesuré avec un delta E de 6,39. Alors attention, le Crystal Clear, je ne sais pas si tu en as parlé dans la vidéo, mais voilà, c'est un mode exprès pour lutter contre les pièces extrêmement lumineuses. Donc du coup, ça booste les couleurs. Ça c'est normal, c'est comme pour les écrans extérieurs avec des gains. On sait très bien que sur l'image, ça a un effet négatif. Au moins, c'est libellé. Utilisez-le si vraiment vous êtes avec le couteau qui est ici, quoi. Non, la lumière qui est là, en fait. C'est ça qu'il faut dire. Vous êtes trop fort, Sylvain, vous êtes trop fort. Le pic de luminosité pour ce mode Crystal Clear a été mesuré à 1505 candela par mètre carré. Donc il est capable, tout à fait. En mode jeu maintenant, le delta E a été mesuré à 3,76, donc c'est légèrement au-dessus de 3, c'est pas trop mal non plus. Pire, hein. Ouais. Le pic de luminosité a été mesuré à 1428 candela par mètre carré. Donc là aussi, c'est des progressions par rapport au modèle précédent. La couverture des espaces colorimétriques maintenant, le REC 709 a été mesuré à 97,10%, donc c'est très bon. Le DCI-P3 a été mesuré à 94,94% et la couverture de l'espace colorimétrique BT2020 a été mesurée à 73,42%. Logique avec de l'OLED quand c'est pas du QD OLED. Voilà. Sachant qu'avec le QD OLED, pour compléter ta phrase que tu n'avais pas terminée, on est encore légèrement au-dessus. Il y a en plus l'insolence, remarquez l'insolence, même pas un trémolo dans la voix. Non, quoi. Rien du tout. On passe maintenant à la partie gaming. Donc, tu as parlé des entrées HDMI sur ce téléviseur. Le temps de réponse, le fameux input lag, le temps de retard à l'affichage, pardon, fameux input lag, a été mesuré à 12,6 millisecondes. Donc, c'est très bien. C'est en dessous de 16. Voilà, c'est en dessous d'une image de retard, finalement, entre le moment où on appuie sur le bouton de la télécommande et où l'action se déroule à l'écran. Le record, c'est le Panasonic avec la série Z95A qui a été mesurée à 8,9 millisecondes. On passe maintenant à la consommation. En mode SDR, j'ai pu mesurer sur ce téléviseur de 55 pouces une consommation moyenne de 66 Wh. C'est plus que l'année dernière sur un 65 pouces finalement. Ouais. Donc c'est voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Et sur le mode HDR, pareil, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 63,5 Wh, alors que le téléviseur de l'année dernière en 65 pouces, donc plus grand, a été mesuré à 62,5 Wh. On est un peu gourmand chez Philips en ce moment. Enfin, dans tous les cas, c'est des mesures intéressantes. Moi, ce que je retiens, c'est cette façon de fonctionner presque hybride, à plusieurs vitesses, avec plus ou moins de luminosité par rapport au mode. La dalle peut le faire, l'électronique peut le faire. Mais dans les choix de Philips, il y a d'un côté, on pousse pas trop, on fait une sorte d'équilibre. C'est le choix de Danitech, ça. Ouais, alors après. Il est comme ça, lui. Dans hybride, il y a bride, finalement. Le téléviseur, dans certains modes, est bridé. Voilà. Je peux plus lutter, là. Vous donnez trop fort, Sylvain. Je ne peux plus lutter. N'en parlez pas. Et je vous remercie beaucoup d'avoir fait toutes ces mesures avec la sonde. Je rappelle qu'on te retrouve sur Frandroid aussi. Tout à fait, pour des tests de téléviseurs et de vidéoprojecteurs. À bientôt. À bientôt. Salut. Les plus, la qualité de l'image. Une image que je trouve propre, je trouve maîtrisée, elle est naturelle si on force pas les traits, elle est pas ni trop lumineuse ni pas assez lumineuse, c'est un très bel équilibre. Je crois que Philips a vraiment bien mis les curseurs au bon endroit. Le traitement vidéo, c'est quand même un des meilleurs traitements vidéo qui existent depuis des années, avec même chose, la possibilité de jouer sur beaucoup de paramètres. Mais l'upscale par exemple, la mise à l'échelle d'une source qui n'est pas 4K vers le 4K, c'est très très bien fait. Vraiment, on a la main sur l'image, la main sur les réglages de l'image. Il accepte tous les HDR, HDR10, 10+, 10+ adaptatif, ainsi que Dolby Vision, HLG, tout est gobé. Tous les codecs audio également, Dolby, DTS, tout est à bord, ça c'est vachement bien. La possibilité d'avoir du gaming en 144 Hz avec un PC. Si ce sont des consoles, c'est uniquement 120 Hz les consoles. Gaming en Dolby Vision 120 Hz possible. C'est un très bel anti-reflet. Évidemment, on va répéter la phrase à chaque fois, ce n'est pas le S95D de Samsung, qui n'a pas d'équivalent de toute façon. Donc là, très bel angle de vision. Le retour de l'Ambilight sur 4 côtés. Ça, c'est vraiment génial. Le mode anti-marquage est très poussé sur ce produit, avec un déplacement de pixels possible, donc l'image se décale un petit peu comme ça et elle se bouge. Ou autrement, une mise en veille, je crois au bout de 2 minutes, on passe en mise en veille avec Bowers & Wilkins qui apparaît là, pour éviter tous les risques de marquage. Globalement, la qualité audio est très bonne, avec une très belle présence des voix. Les effets sont bons, il y a du volume
audio également. Donc ça fonctionne bien, il y a une barre de son et ça peut être vachement utile pour les gens qui se disent on va pas foutre 800 € dans une barre de son. Le téléviseur en tant que tel, en tout en un, fonctionne. Voilà. La compatibilité DTS Play-Fi, je ne sais pas à qui ça peut servir, mais elle est là. La télécommande qui est jolie, qui est rétroéclairée et qui est rechargeable par USB-C. Ça c'est bien. Les moins. Bon, il y a les prix toujours, les prix de l'OLED. S'il n'y a pas les soldes du Black Friday ou les trucs de fin d'année ou autres, bah, les tarifs sont quand même super élevés pour un 55 pouces. Je crois que le tarif officiel, c'était 2000 € pour un 55 pouces. Voilà, ça reste des tarifs chers parce que c'est de l'OLED. En plus, c'est des dalles MLA. Ça reste cher, ça reste très cher. Voilà. Je le mets dans les moins, c'est important. Il n'y a pas une évolution monstrueuse entre celui-ci et le précédent. C'est moi où il n'y a plus le pied pivotant. Moi, j'aime bien les pieds pivotants. Alors là, voilà. C'est joli, hein? Je préfère. Comme vous l'a dit Sylvain tout à l'heure, avec le mode de filmmaker en HDR, la luminosité est un petit peu bridée. Du moins, elle est à 1200 candela, ce qui est beaucoup déjà. Mais par rapport à d'autres modes dont est capable le téléviseur, c'est un petit peu bridé. Il n'y a toujours que 2 ports HDMI 2.1. Voilà. On verra pour 2025 s'ils en mettent 4. Et si le public veut 4 ports HDMI. Quelquefois, j'ai vu apparaître des effets de postérisation, donc des dégradés de couleurs qui sont pas très heureux. Ça a été quand même rarissime, mais ça arrivait plusieurs fois avec des contenus divers. Il n'y a pas que cette mire proposée par l'Apple TV que je connais par cœur et quand je diffuse ça en projection, j'ai pas du tout de solarisation. Donc il peut y avoir, ce n'est pas bloquant, mais il peut y avoir des effets de postérisation. Là je le vois bien, des effets de postérisation qui sont modérés, mais je dis qu'en 2024, on devrait essayer de limiter la casse. Mais je préfère vous le dire, mon rôle, c'est de vous dire que ça peut arriver. La télécommande est très sympa, mais la manipulation, faut s'y faire. Faut vraiment s'y faire. Tout n'est pas forcément intuitif dans la façon de faire. Ça, c'est mon avis personnel. Mais après, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de QMS, il n'y a pas de Quick Media Switching. Par exemple, Apple TV, s'il y avait le QMS, on peut changer de source sans qu'il y ait de décrochage ou de noir comme ça. Il n'y a donc pas de QMS sur ce produit. À ma connaissance, il n'y a que LG qui fait le Quick Media Switching. C'est très dommage parce que c'est super pratique. Concernant la qualité audio, pour moi, ça manque de grave. Voilà, donc c'est pour ça, si vous voulez, vous pouvez pour rajouter un subwoofer, c'est prévu. Dans le menu, vous avez un mode avec ou sans le subwoofer. Vous pouvez rajouter un subwoofer à ce produit. Voilà, j'étais très content. Je tape sur ma tête parce que c'est pour me réveiller, il est tard. J'étais très content de faire cette vidéo. C'est génial de pouvoir faire ça. Et merci encore pour les audiences. Moi, j'ai vu quelques petites audiences, même si je regarde pas souvent parce que quelquefois ça me déprime. J'ai vu quelques audiences comme ça du C4 ou de la barre de son Sonos. Ça m'a fait super plaisir. Je me dis, bah voilà, c'est génial, ça peut plaire et ça peut vous aider à choisir des trucs parce que c'est une période où on a besoin de choisir avec le Black Friday, avec les fins d'année. Ça peut vous aider. Je suis super content. Puis il y a plein de lives. Il y a eu le live avec Sylvain qu'on a tourné cette semaine. qu'on a fait en live cette semaine avec le replay qui fonctionne vachement bien. Il va y avoir d'autres lives pour d'autres types de produits et un départ pour travailler au Japon dans une semaine. Voilà, et je vais être très content. Je vous ferai peut-être un live depuis, je vais où? Le mec. Osaka. J'avais même plus où j'atterrissais. Donc oui, je serai à Osaka, au plus haut des cieux, et puis après je partirai à Kyoto, au plus haut des cieux, et je partirai à Tokyo, rejoindre les potes au plus haut des cieux, et après, vous savez très bien, on va se reposer, c'est Noël, et il y aura le CES de Las Vegas, où je vais passer 5 jours d'enfer, voire 6 carrément. Merci. Je sais pas pourquoi je prends la tablette, j'ai plus besoin. Merci d'avoir été là, et merci pour les commentaires, j'essaie de répondre, il y a quelqu'un qui m'aide parce que c'est pas facile et je suis très heureux, il y a beaucoup de trucs, je suis vraiment un mec très heureux, vous me rendez très heureux. Merci beaucoup dans tous les cas et à bientôt. Allez, c'est fini.